Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Véronique Lespine-Najib, qui est enseignante-chercheuse à l'ENSC Bordeaux INP, pour échanger avec elle sur la thématique cognitique et handicap. Au cours de cet épisode, elle nous présente les différents types de conceptions qui existent et elle nous parle surtout de l'importance de former et de sensibiliser les futurs ingénieurs aux questions d'accessibilité et d'inclusion dans la conception. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Les conversations de Bordeaux INP. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Lespine-Najib, enseignante à l'ENSC, pour parler de cognitique et handicap. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, merci Valérie. Donc, je suis Véronique Lespine-Najib, je suis enseignant-chercheur en psychologie et facteurs humains à l'école de cognitique. Donc, pour me présenter, moi j'ai fait une formation classique universitaire en psychologie et plus particulièrement en neuropsychologie. J'ai fait ma thèse avec Bernard Clavry sur le thème de... Bernard Clavry, qui est donc l'ancien directeur de l'ENSC. Tout à fait. Ça fait longtemps que je côtoie Bernard au niveau professionnel, parce que j'étais étudiante avec lui d'abord et après sous sa direction au niveau de la thèse. Donc ma thèse portait sur les troubles de la mémoire auprès de patients cérébro-lésés, notamment épileptiques. Et donc j'ai fait toute ma première carrière au niveau de la recherche sur le domaine de la neuropsychologie, c'est-à-dire l'étude des fonctions cognitives sur des patients, auprès de patients cérébro-lésés. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité juste après ma thèse d'avoir un poste de maître de conférence en mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'Université de Bordeaux, toujours au niveau de la recherche avec Bernard Clavry. Et Bernard a eu l'opportunité à ce moment-là de créer la première filière de sciences cognitives en France, que j'ai suivie bien évidemment parce que c'était une thématique qui m'intéressait énormément. Et après, je suis montée aussi dans la belle aventure de l'école, la création de l'école d'ingénieurs de cognitique, et rejoint Bordeaux INP au moment où le NSC a été intégré au niveau de Bordeaux INP. Ce qui veut dire qu'au niveau de la recherche, quand l'école d'ingénieurs a été créée, j'ai changé un petit peu mes orientations de recherche pour les rendre plus appliquées et peut-être plus donner de sens à ce que je faisais. Et j'ai décidé d'aller plutôt dans le domaine du handicap et des technologies, de voir un petit peu comment la cognitique pouvait répondre à ces problématiques-là d'usage des technologies auprès de personnes en situation de handicap. Et donc j'ai rejoint au niveau actuellement. Je travaille à l'IMS dans le groupe cognitique qui est dirigé par Jean-Marc André. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on vous a invité à parler, on t'a invité à parler de cognitique et handicap. On s'est dit que c'était la bonne personne pour ça. Tout à fait. D'ailleurs, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce qu'est la cognitique, parce que tout le monde n'a pas forcément peut-être la définition. Tout à fait. Alors, juste déjà d'un point de vue étymologique, donc cognitique a été fabriqué comme l'informatique, c'est-à-dire c'est la contraction entre information et automatique. Pour la cognitique, c'est la contraction entre connaissance et automatique. Donc on pourrait le résumer en disant que c'est le traitement automatique des connaissances, mais ça serait un peu restreint. Et je dirais que la cognitique, il faut le prendre comme une science qui va s'intéresser aux usages des technologies et de faire en sorte que toutes les méthodes que l'on va proposer va faire en sorte que les technologies vont essayer de s'adapter au mieux aux contraintes de l'environnement, mais aussi aux contraintes des personnes, quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment cette idée, je dirais, la cognitique, on peut le résumer en disant que c'est les sciences des usages. Ok. Dans ta présentation, donc, tu disais qu'il y avait un moment au niveau de la recherche où ça avait changé pour prendre un cap donc axé sur la cognitique et le handicap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer pourquoi tu as choisi de travailler sur cette thématique-là ? Alors, comme je le disais, moi, quand j'ai commencé la recherche, donc je travaillais dans le domaine de la neuropsychologie, et à savoir, mais j'allais auprès de patients épileptiques, donc notamment c'est un cas particulier d'épilepsie qui subissent une chirurgie et pour lequel on va enlever la zone qui fait démarrer les crises épileptiques, et qu'on appelle le foyer épileptique. Et donc moi je les voyais avant opération et après opération, et je faisais essentiellement de l'évaluation en fait, pour essayer de voir quels étaient les troubles cognitifs, est-ce qu'ils avaient des problèmes de mémoire, de langage, est-ce qu'il y avait des risques opératoires de la chirurgie pour les fonctions cognitives. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'avais un peu l'impression que c'était très utile pour la recherche fondamentale, c'est-à-dire la connaissance qu'on a sur le fonctionnement du cerveau, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais
pour le patient que j'avais en face de moi, à part faire un bilan, je lui apportais pas grand-chose en fait. Il n'y avait pas de solution immédiate. Voilà, ça changeait rien à sa vie quotidienne et ça n'apportait pas de vraies solutions et une amélioration de bien-être dans sa vie de tous les jours. Et par rapport à ça, je me suis dit que si je voulais continuer dans le domaine de la fragilité, parce que ça englobe effectivement les patients cérébrolésés, mais aussi les personnes en situation de handicap, mais il fallait que j'aille sur des choses plus appliquées. Et donc j'ai quitté un peu le fondamental, c'est-à-dire vraiment la connaissance du cerveau et de ce qu'on pouvait comprendre sur les rapports cerveau et fonction, pour aller sur des choses plus concrètes et pour pouvoir apporter des solutions. Et c'est pour ça que je me suis retournée sur les sciences cognitives en général et plus particulièrement sur l'ingénierie en cognitique qui propose des méthodes pour pouvoir faire de la conception centrée utilisateur et vraiment remettre au centre de tous nos processus de conception les personnes et plus particulièrement les personnes fragiles et qui sont notamment les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient. Ah oui, justement, c'était une question qu'on pouvait se poser. Qu'est-ce que l'on entend exactement par une personne en situation de handicap ? Alors, donc ça, ce terme de situation handicap est un terme très important qui date, alors on vient juste de faire les 15 ans de la loi, donc c'était le 5 février 2005, où il y a eu un glissement sémantique important. C'est-à-dire qu'on est passé du terme de personne handicapée à personne en situation de handicap. Alors pourquoi c'est important ? C'est qu'on a commencé à penser que, alors c'était une vraie volonté des associations notamment, pour pouvoir parler sur cette thématique-là et de dire qu'en fait, on ne pouvait pas résumer une personne au fait qu'il soit handicapé et que le handicap, c'est parce que c'est aussi l'environnement qui n'a pas été bien conçu et bien pensé et qui fait que la personne se retrouve en situation de handicap. Et donc c'était de renvoyer la responsabilité des contraintes que pouvait rencontrer la personne justement par rapport à l'environnement et le fait qu'elle soit empêchée. Était en situation, et se retrouver handicapé comme on l'utilisait, mais parce que l'environnement n'était pas adapté à sa situation. Exactement. Et donc l'idée de pouvoir parler de personnes en situation de handicap renvoie bien des obligations au niveau du législateur, des politiques, mais aussi des concepteurs. Et de se dire qu'en fait, c'est parce qu'on conçoit mal, qu'on ne fait pas des portes qui s'ouvrent automatiquement, qu'on ne fait pas des sites internet qui sont accessibles, qui fait que la personne va se retrouver empêchée. Et dans la loi, et donc notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose dans sa définition du handicap en disant que c'est des personnes qui vont se retrouver en restriction de participation. Et donc, toute personne qui peut se retrouver soit temporaire, soit définitive, en restriction de participation, sera déclarée en situation de handicap. D'accord. Et par rapport aux conceptions, justement, sur ces choses dans l'environnement qui ne sont pas adaptées, j'ai entendu, vous avez parlé de centré utilisateur. Donc justement, on parle de conception centrée utilisateur et j'ai pu lire aussi de conception dite universelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, c'est deux choses très complémentaires. Elles doivent absolument pas s'opposer. La conception centrée utilisateur, c'est de se dire qu'on connaît les individus pour lesquels on travaille, pour lesquels on va concevoir. Donc, par exemple, si on prend dans le domaine du handicap, par exemple, que c'est pour des personnes en situation de handicap mental, par exemple, ou handicap cognitif ou autre type de handicap. Et on va partir de leurs particularités et de leurs contraintes, quelles qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient liées à l'environnement dans lequel elles évoluent. Et on va concevoir avec elles pour répondre à leurs problématiques. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle les aides techniques, si on reste dans le domaine du handicap, c'est-à-dire qu'on va répondre à une situation précise et particulière. Donc ça, c'est utile. C'est typiquement, c'est une plage braille pour quelqu'un qui est non-voyant, c'est un lecteur vocal qui va permettre de lire un contenu d'un écran sur un... C'est ce qu'on met dans ce que vous appelez assistance. Tout à fait. Assistance ou aide technique, le terme plus adapté, c'est plutôt l'aide technique. Okay. Et dans lequel on a les dispositifs médicaux, par exemple, font partie des aides techniques. C'est-à-dire qu'on va répondre à une situation précise dans le cadre pour pouvoir compenser un handicap. D'accord. Donc ça, c'est vrai, c'est typiquement la conception centrée utilisateur, c'est de se dire, je connais bien mon groupe d'utilisateurs et je connais ses contraintes, ses spécificités et je vais essayer, en les mettant au centre de ma conception, y répondre. Donc ça, c'est ce qui permet de développer toutes les aides techniques et les assistances. Donc ça, c'est la première mode de conception et donc on a des méthodes pour pouvoir faire cette conception-là.
c'est ce qu'on entend beaucoup quand on parle de UX design, c'est la Tout même à fait, chose? c'est l'expérience utilisateur. Ok. D'accord. C'est-à-dire quand on fait une conception centrée utilisateur, c'est-à-dire que pendant tout notre cycle de conception, qui va de l'analyse de la demande jusqu'au développement et au déploiement, c'est de faire en sorte que régulièrement l'utilisateur va être impliqué, va être testé pour pouvoir être sûr. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura conçu, la personne, quand elle va utiliser et interagir avec le dispositif qu'on a conçu, quel qu'elle soit ce dispositif-là, va avoir une bonne expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire avoir un bon ressenti, une appropriation, D'accord. une facilité d'usage, etc. Donc ça, c'est pour le côté ce qu'on va appeler CCU, conception centrée utilisateur, et UX. Et en parallèle, il y a une autre démarche qui est plutôt issue de l'architecture, et notamment des Américains du Nord, très développée dans les pays asiatiques et dans les pays nordiques, beaucoup moins en France malheureusement. C'est ce qu'on appelle le design universel ou la conception universelle. Là, l'objectif, c'est de se dire, on va partir des contraintes maximum des personnes. C'est-à-dire, on va partir, par exemple, pour la mobilité ou un appartement ou une maison qu'on va concevoir, on va prendre les gens qui ont le plus de contraintes pour bouger. La pire situation. La pire situation. Okay. La pire situation, c'est quelqu'un qui est en fauteuil électrique, par exemple, qui a très peu de mobilité au niveau des membres supérieurs. Et donc, on va se dire, on va essayer de répondre à eux. Si on arrive à répondre à eux dans la conception que l'on fait, des gens qui seront moins atteints ou qui auront moins de restrictions vont en bénéficier. Un exemple très simple. Comme ça n'exclut personne. Et ça n'exclut personne. Donc un exemple très simple, c'est qu'on est tous contents qu'on est sur notre canapé de pouvoir utiliser une télécommande, mais la télécommande, elle n'a pas été faite pour nous au départ. Elle a été faite pour des gens qui ne pouvaient pas bouger de leur lit. Et typiquement, on est très content de pouvoir ne plus avoir bougé de notre canapé et de pouvoir interagir avec la télé, par exemple, ou le dispositif. Et donc la conception universelle, c'est de se dire, c'est indépendamment d'une catégorie d'usagers, c'est essayer de concevoir pour les gens qui ont le plus de contraintes et n'importe qui va en bénéficier. Typiquement, quand on est chargé de courses ou qu'on a un enfant en bas âge avec une poussette, des portes battantes qui ont été d'abord pensées pour des gens à mobilité réduite, eh bien, on est très content de pouvoir en bénéficier. C'est exactement ça. D'accord. Mais du coup, à votre sens, c'est pertinent quand on parle d'exclusion dans la conception des systèmes, par exemple. On peut parler, parce que c'est des choses que j'ai pu trouver en préparant ce sujet-là, qu'on pouvait parfois parler d'exclusion dans les conceptions techniques, justement. Tout à, je vais vous donner un exemple. Par exemple, les sites Internet, quels qu'ils soient, on est censé les rendre accessibles. Donc, il y a des réglementations nationales et internationales. Pour la France, c'est la réglementation générale d'accessibilité, le RGAA, qui est censé donner des règles, etc. Et on se rend compte qu'actuellement, je crois que la dernière étude que j'ai en tête, on est à moins de 15% des sites français qui sont accessibles. Voilà. Donc typiquement, ça veut dire qu'on a des blocages pour des gens qui ont des troubles cognitifs, des troubles visuels. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap représentent à peu près entre 10 et 15% de la population française. Alors, c'est à peu près des chiffres qu'on retrouve dans tous les pays industriels. Ce qui veut dire qu'on met de côté typiquement des gens qui n'ont pas accès. Et quand on voit la dématérialisation qui est en train d'exploser partout, que ce soit pour l'administratif, etc., on est en train de creuser un écart, ce qu'on appelle la fracture numérique, qui s'impose de plus en plus. Oui, même par rapport aux sites je pense, de services publics, par exemple. Alors, je m'y connais suffisamment pas pour avancer ça, mais on utilise chaque jour, ne serait-ce que pour déclarer ses impôts, des plateformes en ligne, et si elles ne sont pas adaptées, ça peut être un vrai problème. Complètement. Et comment on peut alors proposer des systèmes qui sont accessibles à tous peut-être qu'il y a sûrement même des innovations qui existent déjà, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors moi je crois d'abord, la chose la plus importante à mon avis, c'est d'abord la formation des futurs concepteurs, quels qu'ils soient. Je pense qu'il est indispensable que dans toutes les formations de concepteurs informatiques, électroniques et tout, les gens soient conscients que ne pas penser aux usagers et ne pas prendre en compte les normes qui existent d'accessibilité quelle qu'elle soit, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on sait faire en fait, c'est pas un problème de ne pas savoir faire, mais c'est un problème souvent de méconnaissance. Les gens sont peu formés, ou alors le voient comme une contrainte parce que c'est des normes. Oui, dans l'architecture, on le retrouve beaucoup, ça, que c'est des contraintes de conception. C'est vécu comme une contrainte plutôt qu'une opportunité. Ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire que par exemple, là on le voit, c'est pour un bâtiment neuf, c'est vrai que c'est un petit coût supplémentaire de le rendre totalement accessible au départ, mais quand quelqu'un qui est en situation de handicap, parce qu'il a eu un accident de vie et qu'il se retrouve dans un logement qui n'est pas adapté, le rendre accessible a un coût nettement plus élevé que si on l'avait fait dès le départ.
Donc moi, je crois beaucoup à la formation, à la sensibilisation. Je pense que plus les gens seront formés et sensibilisés aux situations de handicap, parce que je pense que les gens n'imaginent même pas comment, par exemple, une personne aveugle est capable de naviguer sur un site internet. Je pense que les gens ne se l'imaginent même pas, en fait, ne sont pas capables de l'entendre. Oui, pour la petite anecdote et l'exemple, par exemple, pour les personnels de Bordeaux INP, vous nous avez fait passer l'information... mais c'est toi d'ailleurs, je crois, qui a envoyé le mail sur les bonnes pratiques dans la rédaction d'un texte en ligne, en tout cas un texte rédigé sur ordinateur, de qu'est-ce qui est bon à mettre pour que ce soit lisible, par exemple, par les logiciels pour les personnes malvoyantes. Tout à fait. Et ça, c'est des choses... si on n'a pas été formé, si on a personne dans notre entourage, on n'a pas ces réflexes-là. Et c'est des réflexes qui, en plus, vraiment prennent même pas... Enfin, ça, on peut l'inclure dans notre manière de travailler, c'est juste une manière différente de faire. Et je pense que c'est... nous, on l'a fait l'an dernier au niveau de l'ENSC. On a imposé... Alors, je suis responsable des stages aussi au niveau de l'école, mais on a imposé que tous les rapports de stage respectent un certain nombre de règles, et notamment, par exemple, que le texte ne soit pas justifié. Dans le formalisme des rapports de stage à rendre, donc j'ai demandé, exigé, comme on fait une trame pour le rapport de stage, que le choix de la police soit une police sans sérif, que ça soit non justifié, qu'il y ait un taille minimum, une interligne, etc. Mais on est allé un tout petit peu plus loin, parce que imposer ça suffit pas si on n'explique pas le pourquoi. Et dès qu'on explique le pourquoi pour la justification... Là, dans ces cas-là, ça peut être perçu comme une contrainte, par exemple. Voilà, là, ça peut être vécu parce qu'effectivement, les entreprises disent c'est pas joli, un texte non justifié. Après, quand on leur explique que, par exemple, pour les personnes dyslexiques ou les gens qui ont des troubles cognitifs, il y a quand même ce qu'on appelle les troubles 10, c'est quand même une population assez importante qui va être en plus de plus en plus présente dans les entreprises. Donc il est hors de question qu'on les laisse de côté parce qu'on a mal conçu. Et simplement ne pas justifier un texte permet que l'écart entre chaque mot va être respecté, sera toujours le même. Et donc c'est tout simple, ça permet que la lecture pour des personnes dyslexiques qui ont souvent du mal à faire la différence entre les mots les uns par rapport aux autres, puisse là être facilitée simplement parce qu'on n'a pas justifié un texte. Ça ne veut pas dire qu'une personne dyslexique va le lire, mais si quelqu'un dyslexique devait le lire, au moins il ne serait pas empêché. Oui. Voilà. Et nous, si on n'est pas dyslexique, ça ne nous perturbe en aucun cas. Ça ne change pas le contenu, c'est juste un problème de changement de nos pratiques. Et moi, je crois beaucoup qu'il faut simplement permettre aux gens qui prennent conscience, en fait, que simplement que le fait de justifier un texte, d'utiliser une police avec sérif, comme on l'a fait pendant très longtemps, qu'on avait des habitudes. Alors ça, je pense que c'est quand même... Il faudra faire la guerre au graphisme, alors aussi, parce que ça peut... Mais voilà, c'est-à-dire que c'est... Et c'est pour ça que je pense qu'on n'échappera pas à la formation, à la sensibilisation. Parce que dès que les gens comprennent conscience, ils disent ah bah oui, effectivement, c'est tout bête, ça change rien dans notre pratique. Voilà. Justement, on va revenir un petit peu sur ton rôle à l'ENSC, où tu es donc enseignante. Et là, dans le cas des stages, c'est un exemple, mais comment l'école intègre cette thématique de handicap et cognitif dans les formations, dans les cours, j'imagine, peut-être les travaux des étudiants. Est-ce qu'il y a des doctorants qui travaillent sur ce sujet ? Alors oui, c'est vrai que on y tient beaucoup. Ça fait partie des domaines d'application. Pour moi, travailler, en fait, si on revient à la définition que je donnais de la cognitique, c'est de se pouvoir adapter en fonction de contraintes. Et en fait, travailler par exemple pour un pilote de ligne qui doit faire de la vision nocturne, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer quel type d'information on va pouvoir lui mettre dans son casque. En vision nocturne, c'est exactement la même chose que d'imaginer comment on peut faire en sorte qu'une personne aveugle va pouvoir interagir avec un système. C'est la même situation. On est en situation de contrainte. Dans un cas par rapport à un environnement qui est la vision nocturne, et dans notre cas parce que la personne est empêchée par ses déficiences sensorielles. Donc, ce qui veut dire que la question du handicap et de la santé fait partie des domaines d'application au même titre que l'aéronautique, que le transport, que tout ce qui est télécom, etc. Donc c'est un domaine d'application. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir des cours sur le handicap, ils vont avoir des cours sur le design universel, bien sûr, sur les normes d'accessibilité. Et pour aller un peu plus loin, parce que je crois beaucoup à ce que je disais sur la sensibilisation, on a une semaine un peu particulière qui sera au mois de mars, une semaine qu'on appelle Handicim, qui est en 2e année pour les élèves ingénieurs de 2e année pour simulation du handicap. D'accord.
Et pendant cette semaine-là, ils vont être amenés parce qu'on a acheté pas mal de matériel de simulation, donc des combinaisons, par exemple, du matériel pour simuler la particularité du vieillissement, des lunettes qui simulent les différentes pathologies de la vision, cataracte, etc., glaucome et autres. Sur le même principe que les interventions qu'on peut avoir en lycée, je crois, sur la prévention routière. C'est possible, oui, tout à fait. On met des lunettes qui nous donnent l'impression qu'on est en état d'ébriété. Tout à fait. C'est cette idée-là. Donc, il y a bien sûr le fauteuil roulant, la canne blanche pour voir la difficulté de mobilité, l'importance de la signalétique. On a des choses qui simulent le tremblement de la maladie de Parkinson. On a des choses qui simulent aussi, ce qui est intéressant, c'est les acouphènes, qui sont souvent aussi des choses qui sont extrêmement perturbantes pour les personnes, notamment quand ils travaillent en open space. C'est très compliqué de souffrir d'acouphènes et de travailler en open space. Et on a aussi sur tout ce qui est l'hémiplégie. Donc, on a plein de situations et donc on va demander aux étudiants de se mettre dans la peau et de faire des situations de la vie quotidienne pour qu'ils prennent conscience des choses. Et souvent, c'est un petit choc pour les étudiants, même pourtant ils ont eu des cours, mais c'est des cours un peu théoriques sur le handicap. Oui. Et dès qu'ils sont à la place d'eux, et ça reste temporaire et ça reste pas définitif, je pense que quand ils devront concevoir quelque chose, ils y penseront beaucoup plus aux personnes. Et après, on a aussi une partie où moi, je vais les faire réfléchir sur notamment tout ce qui va être handicap invisible, parce que ça fait partie, c'est la plus grande partie des handicaps en termes de chiffres, c'est le handicap invisible. C'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas, les troubles 10, les troubles cognitifs, etc., ne sont pas visibles et donc ce qui fait que les gens n'y pensent pas du tout, quoi. Voilà, donc c'est une semaine un peu particulière, c'est complètement banalisé, ils ont que ça, et c'est une semaine qui leur plaît énormément, quoi. C'est qui leur remue un peu parce que c'est. Du coup, ils travaillent aussi sur des projets ou Oui, tout à fait. Alors après, ils ont dans ce cadre-là, moi je vais les faire travailler cette année. Ils devront réaliser une infographie sur une maladie, notamment une maladie mentale, donc invisible. Oui, il va falloir qu'ils fassent des recherches et le rendre accessible. Et ça fait plusieurs années qu'on fait ça et ça marche assez bien. Plus un petit article sur un des ateliers qui leur a plus plu et sur lequel il faudra qu'ils aillent faire un peu de recherche dessus, quoi. Et maintenant, 3e année, depuis cette rentrée, on a ouvert 4 parcours. Un parcours en IA commun avec l'ENSERM, un parcours de robotique artificielle, pardon. Oui, intelligence artificielle. Oui, peut-être pas les intelligence artificielle. Un parcours robotique et cobotique toujours commun avec l'ENSERM. Et on a 2 parcours propres qu'à l'école, qui est un parcours sur tout ce qui est les systèmes cognitifs complexes, donc c'est plutôt sur la modélisation des comportements, les systèmes intelligents qui vont interagir et s'adapter en fonction des personnes, et un parcours sur tout ce qui est autonomie, augmentation, donc là où il y a une part très claire sur la santé et le handicap. Et au niveau thèse, j'encadre régulièrement des thèses sur les questions du handicap et sur les sujets particuliers liés à ça, quoi. Est-ce que vous avez des exemples, oui, en tête, des sujets alors, il y a un projet de thèse et un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement. En thèse, par exemple, donc ça, c'est un ancien de l'école, Quentin Chibaudel, que j'ai encadré, lui qui a travaillé sur la problématique de l'accès aux soins, qui est un domaine très particulier, pour les personnes en situation de handicap mental vieillissant. Alors, il faut savoir en France qu'on a un système très particulier. On a le système du secteur du handicap et le système du vieillissement. C'est 2 secteurs très différents. C'est pas les mêmes modes de remboursement, c'est pas les mêmes professionnels. Et par exemple, l'âge d'entrée, par exemple, moyenne dans un EHPAD, donc un établissement pour personnes âgées dépendantes, est à peu près autour de 80-85 ans. On peut y rentrer dès 65 ans, mais il y a peu de personnes qui rentrent dès 65 ans. Oui, puis mais on rentre dans des cas peut-être plus particuliers de maladies qui font. Je pense par exemple à l'Alzheimer. Oui, tout à fait. Qui peut rendre dépendant bien plus tôt. Voilà, exactement. Sauf que vous avez des cas de situation, par exemple, chez les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Down, plus connu souvent par le terme de trisomie 21. Ces personnes-là ont une espérance de vie maintenant très élevée, donc ce qui est très bien, hein, c'est parce que les progrès de médecine ont fait en sorte que ces personnes-là ont une meilleure hygiène de vie, un meilleur accompagnement, mais se retrouvent malheureusement vers l'âge de 40-45 ans à présenter des troubles de démence. Et ce qui veut dire qu'elles se retrouvent à doubler leur handicap mental avec les pathologies liées au vieillissement. D'accord. Donc,
Le secteur du handicap n'est pas du tout formé à la prise en compte de la démence, ce qu'on observe dans le vieillissement, et le secteur du vieillissement n'est pas du tout formé au handicap mental. Il n'y a pas de croisement. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où ces personnes-là, déjà, on ne sait pas où les mettre, parce que quelqu'un qui a 45 ans, de rentrer en EHPAD où la moyenne d'âge est 80-85 ans, c'est absolument pas possible. Et le personnel n'est pas formé dans les deux cas. Et donc nous, on a travaillé là-dessus pour essayer de voir comment on pouvait réfléchir à des systèmes d'accompagnement, de formation, de sensibilisation pour les personnels, à travers des serious games ou des choses comme ça, pour pouvoir... Est-ce qu'on peut expliquer ce un serious game, bien sûr. Alors, le serious game, c'est jeu sérieux, on va dire. Oui. Donc, l'idée, c'est de se baser sur du ludique, c'est-à-dire avec des petits scénarios, avec des systèmes de récompense, etc. Mais que le contenu a un vrai enjeu pédagogique. Mais sous forme, alors ça peut être sous format plateau classique, c'est-à-dire ou sous format numérique avec des petits scénarios comme on peut avoir dans un jeu vidéo classique, mais par contre le contenu est validé par des professionnels et une visée pédagogique. Okay. Voilà. Mais l'attrait ludique fait que les gens n'ont pas l'impression d'être en formation. Et donc, ça passe beaucoup mieux et ça permet beaucoup plus d'échanges. Et les gens n'ont pas l'impression d'être jugés, ce qui peut être le cas en formation. D'accord. Donc, voilà. Et donc, il y a des serious games qui peuvent être envisagés pour faire de la formation justement sur ces thématiques. Tout à fait, exactement. Donc, nous, ça fait partie des choses qu'on a développées dans le cadre de la thèse de Quentin. Par rapport à cette problématique-là, on a continué sur un projet à la fin de la thèse de Quentin, où on a développé un projet qui s'appelle InnovCare pour innovation dans le domaine du soin. Donc care vraiment au sens soin et bien-être en anglais, donc, en anglais, exactement, parce que le terme en France c'est très connoté santé médicale, alors que le care, la notion de care américaine est beaucoup plus ouverte, et il y a la notion de bien-être, voilà, c'est se prendre en soin, et donc ça touche le sport, ça touche l'alimentation, ça touche bien sûr le médical, mais voilà. Alors que la vision française est un peu plus restreinte, on va dire, sur le sens du mot. Du mot de soin, quoi. C'est pour ça qu'on a préféré care, même si j'aime pas trop les anglicismes, mais là, j'avoue que ça s'y prêtait mieux. Donc, InnovCare, c'est un projet qui a été d'abord financé par le tremplin Carnot Cognition, 2 années de suite, et actuellement qui est financé par FIRA, c'est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, dont le président est Axel Kahn. Et là, on a un financement sur 2 ans supplémentaires. Et donc là, ce projet intègre des gens qui sont issus du laboratoire toulousain de l'IRIT, qui est donc plutôt des gens de l'informatique et des technologies, spécialisés dans le handicap, par contre, qui ont vraiment des habitudes de travailler sur le développement d'outils spécifiques. À l'IMS, bien sûr, notre équipe, plus le groupe Productic, donc qui lui fait Productic, donc qui fait de la modélisation organisationnelle, notamment qui a modélisé les parcours de soins pour voir à quel endroit pouvait. Alors quand on parle de modélisation, ce n'est pas très radiophonique, mais je pense que tu m'as vu lever les yeux interrogatoire. Voilà. Alors le terme de Productic, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de comprendre toutes les étapes nécessaires pour faire un parcours de soins. C'est-à-dire parcours de soins, il faut déjà identifier qu'on a des symptômes. Il faut être capable de pouvoir... donc, j'ai de la fièvre, j'ai ceci. C'est ce qu'on peut appeler le diagnostic ou pas du tout ? Alors, c'est-à-dire que c'est des enchaînements d'étapes, en fait. Et à chaque étape, on va essayer de dire quels sont les acteurs qui interviennent, quelles sont les étapes nécessaires, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de cette étape-là. Donc, on va faire... Donc, c'est des représentations, des boîtes et des flèches, si je résume. Mais à chaque niveau, on va pouvoir dire quel est notre état en entrée, quel est l'état en sortie, et quels sont les acteurs qui interviennent. Et ce qui est intéressant quand on a cette approche de modélisation, c'est qu'on va pouvoir analyser à quel endroit il y a des freins. Et pouvoir dire qu'est-ce qui pose problème dans les parcours de soins, à quel endroit, et pour pouvoir dire où est-ce qu'on peut agir et comment on peut agir. Est-ce que c'est technologique ? Est-ce que c'est plutôt de la formation, de la sensibilisation, etc. D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie recherche. Et comme on fait de la conception centrée utilisateur, on a avec nous 2 organismes qui vont nous permettre de travailler avec les acteurs de terrain et les personnes en situation de handicap. C'est l'ADGESA, qui est un organisme en Nouvelle-Aquitaine qui a une vingtaine d'établissements dans le secteur médico-social. Et avec eux, on travaille notamment sur les personnes en situation de handicap mental, trisomie notamment. Et à Toulouse, on travaille avec l'IGA, c'est l'Institut des jeunes aveugles, pour travailler sur ces populations de jeunes adultes qui sont en situation de déficience visuelle, qu'ils soient non-voyants ou malvoyants. D'accord. Merci. On va revenir pour terminer, avant de conclure, sur ton rôle au sein de Bordeaux INP.
notamment sur le fait que tu es référente Mission Handicap. Je ne sais pas si c'est la formule officielle, le titre officiel. Et du coup, je voulais savoir ce qui est mis en place dans l'établissement pour les personnels et étudiants en situation de handicap, et puis qu'est-ce que ça implique, toi, dans le rôle que tu joues là-dedans. Alors, il faut dissocier les deux choses. Il y a le personnel et les étudiants. Donc moi, ma mission, elle est plutôt du côté des étudiants, enfin les élèves qu'on reçoit. Pour le personnel, c'est plutôt la médecine de prévention qui va gérer pour les aménagements de postes, etc. Alors, dans la mission handicap, donc au sein de chaque école, en fait, il y a des référents handicap. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un duo administratif et enseignant, parce qu'on trouve ça assez intéressant, parce que c'est pas les mêmes rapports et c'est deux visions différentes aussi. C'est deux visions et en termes même de proximité avec les élèves, c'est deux choses différentes. Donc c'est intéressant qu'il y ait des duos dans chaque école administratif et un enseignant référent handicap. Donc moi, je chapeaute ça au niveau de Bordeaux ENP. Donc on essaye de faire des réunions régulièrement pour faire le point un petit peu du nombre d'étudiants, des situations qu'on a. Donc nous, on travaille en collaboration avec l'espace santé étudiant. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand un étudiant est en situation de handicap, il doit passer par l'espace santé qui va nous donner des recommandations d'aménagement que l'on doit faire, qu'ils soient des aménagements d'aide humaine pour des prises de notes, par exemple, ou d'aménagement pour les examens. Du tiers-temps. Donc c'est obligatoire pour eux de passer par oui, tout à fait, de santé tout à fait, exactement. Ça fait partie des recommandations. Ils doivent, dans le statut d'étudiant, ça fait partie du rôle. Tout à fait, voilà. Exactement. Une fois qu'ils sont inscrits, s'ils veulent avoir des aménagements, il va falloir qu'ils passent par ça. D'accord, pour pouvoir. D'accord, mais s'ils ne... imaginons s'ils ne ressentent pas le besoin ou quoi que ce soit, ils doivent quand même passer par... Non. Là, c'est pour qu'on ait des aménagements. C'est de leur propre volonté. Voilà, exact. Ils sont majeurs, hein, donc ils sont acteurs complètement de leur... Et quelquefois, ils peuvent se rendre compte que en classe prépa, ils n'ont pas été embêtés, par exemple, ou ça s'est bien passé, ils n'ont pas eu de difficultés. Mais typiquement, pour passer le TOEIC, quand on a des problèmes d'audition, nous, pour qu'on puisse mettre en place des aménagements, modifier la manière dont va se passer l'examen, on a besoin d'un retour médical, c'est-à-dire qu'il va nous... bien sûr, nous, on ne sait pas du tout l'origine et ça ne nous regarde pas, on est sur le secret médical, hein. Mais par contre, nous, on va prendre en compte ce que recommande le médecin de l'espace santé pour pouvoir aménager, répondre au mieux là-dessus. Et s'il y a des aménagements très particuliers, s'il faut faire des achats de matériel, etc., dans ces cas-là, c'est par le ministère qu'on fait une demande pour pouvoir avoir du matériel braille ou du matériel particulier pour répondre à une situation. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de cas. Ça, c'est le problème des écoles d'ingénieurs. On est à moins d'1% d'élèves en situation de handicap. Mais je pense que les écoles d'ingénieurs, il y a le passage de la classe prépa qui est compliqué. Et pour quelqu'un qui c'est déjà, je pense, difficile pour quelqu'un qui va bien, parce que c'est quand même une pression forte. C'est en termes de rythme de travail, faut pouvoir tenir. Et si on doit avoir de l'absentéisme, si on doit être hospitalisé régulièrement, avoir des traitements lourds, etc., les classes prépa deviennent très compliquées à gérer. Et je pense qu'à terme, il faudrait qu'on arrive à avoir un travail avec le rectorat pour pouvoir aller voir auprès des lycées, pour pouvoir mieux accompagner, pour que les gens puissent se projeter, se dire mais oui, une école d'ingénieur, c'est tout à fait possible. Et sinon, pour conclure, est-ce qu'il y a des projets que tu as en cours dont tu aimerais parler, soit peut-être au niveau des étudiants, mais peut-être dans tes recherches personnelles aussi, je ne sais pas. Alors, sur les projets, donc là, on a un projet notamment parce que ce qu'on disait, hein, moi je crois beaucoup à l'exemplarité, hein, et donc c'est de vouloir changer les choses, c'est le faire aussi avec les acteurs. Et donc là, c'est de travailler avec les entreprises, parce que c'est bien beau de former des élèves ingénieurs qui sont en situation de handicap, mais s'ils ne peuvent pas trouver d'emploi qui correspond réellement à leurs compétences, ils devraient avoir accès au même profil de poste et la même évolution de carrière. Donc, projet de recherche futur, c'est de travailler au sein des entreprises pour voir comment on peut faire ce parallèle et de faire que le parcours de vie ne s'arrête pas à la fin de l'école. Et donc voilà, ça fait partie des projets de recherche sur lesquels on a lancé des demandes de financement pour pouvoir aller plus loin avec certaines entreprises en Nouvelle-Aquitaine. J'espère que vous obtiendrez ces financements. Alors. Moi aussi. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était un échange très enrichissant. Merci beaucoup.
Les podcasts de Bordeaux INP sont maintenant disponibles sur Spotify et SoundCloud. Vous les trouverez en tapant Bordeaux INP dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à bientôt!